Au JO de 2018, la Norvège arrive à se placer première au classement des médailles. En 2022, elle récidive sur les Jeux d'hiver. Mais comment un pays avec 5,4 millions d'habitants arrive à faire autant de champions? Pour te donner un ordre d'idée, c'est quand même 13 fois moins que la France. Dans cette vidéo, je t'explique concrètement la méthode norvégienne. On va voir comment l'adapter dans ton programme, mais aussi ses limites et ses défauts. Cette méthode, elle met l'accent sur une approche ultra scientifique et ultra structurée de l'entraînement, en maximisant le volume et certaines intensités spécifiques, pour développer des adaptations physiologiques optimales. Et voici ses principaux aspects. La méthode s'appuie sur un contrôle très précis de la fréquence cardiaque et du lactate pour structurer ses entraînements. Elle utilise ainsi des seuils qui sont basés sur des tests physiologiques approfondis. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont deux seuils, un seuil 1 et un seuil 2. Le seuil 1, ça va être de l'aérobie. Le seuil 2, lui, il va pousser la VO2 max dans ses retranchements. Donc ça veut dire qu'ils vont travailler soit sur un critère qui va être l'endurance, sur plusieurs paliers d'allure, ou bien, deuxièmement, le seuil numéro 2 qui va être lui sur la VO2 max. Contrairement aux méthodes classiques qui sont souvent polarisées avec le fameux 80-20, les Norvégiens, eux, utilisent une technique pyramidale. Autrement dit, ils vont avoir beaucoup d'intensité basse, un petit peu d'intensité moyenne et un petit peu d'intensité très haute. Dans l'entraînement norvégien, l'un des critères de base testés régulièrement qui va leur permettre d'avoir une bonne vision de leur progression de leur entraînement, c'est la VO2 max. La VO2 max, c'est la quantité maximale d'oxygène que le corps va être capable d'utiliser par unité de temps. Donc grosso modo, c'est la consommation maximale d'oxygène. Et ça, c'est vraiment un des éléments que les Norvégiens testent très régulièrement, puisque la VO2 max est tout simplement l'un des principaux critères de performance. C'est pas le seul et attention, il ne définit pas spécialement la performance. Et surtout, la VO2 max est effort dépendant. Autrement dit, si jamais tu es cycliste, ta VO2 max n'est pas la même en course à pied, et ainsi de suite. Donc la VO2 max est un élément à suivre, mais par contre, c'est pas un élément qui va définir ton programme. Autrement dit, tu vas pas t'en servir pour définir tes allures ou tes zones. Dans cette méthode, on priorise le volume et la consistance. Contrairement, par exemple, à ce qu'on peut avoir souvent en France avec des entraînements de VMA du 1 minute, 30 secondes, qu'on va répéter semaine après semaine pour essayer de travailler sa VMA, les Norvégiens travaillent sur des allures plus modérées, mais plus longtemps. Et ainsi, en augmentant progressivement le volume, ça va leur permettre tout simplement d'être plus endurants, plus rapides, tout en limitant l'impact sur le système nerveux, parce que physiologiquement parlant, si tu augmentes beaucoup le volume et que tu fais beaucoup d'intensité, psychologiquement, c'est aussi très dur à tenir. Si chaque séance, tu dois y aller et te mettre dans le rouge, c'est ultra compliqué. Ils utilisent aussi ce qu'on appelle le double threshold training, autrement appelé entraînement en double seuil. Et ça, c'est vraiment l'un des éléments les plus notables de leur entraînement. En gros, c'est au sein d'une même journée, tu vas faire un premier entraînement qui va être plus sur la zone 1 et un deuxième entraînement plus sur la zone 2. Donc tu l'auras compris, on parle en seuil dans la technique norvégienne, donc un entraînement d'endurance fondamentale, voire d'aérobie active, et enfin un entraînement beaucoup plus intense sur des zones plus importantes. Et entre les deux, tu as une phase de repos. Et ainsi, en fait, ça permet de pousser les adaptations physiologiques au maximal, de réduire la charge sur l'organisme puisque tu as 2 séances dans la même journée et non pas une séance qui est énorme. D'ailleurs, cette méthode d'entraînement commence à être très populaire et on la voit un peu partout maintenant. Mais le point clé des Norvégiens, c'est l'utilisation des données scientifiques de leurs entraînements. Et là-dessus, ils sont trop forts. Que ça soit la fréquence cardiaque, le lactate ou encore tout simplement la perception de l'effort. Leur objectif, c'est vraiment de personnaliser pour chaque athlète un maximum de data. Et pour ça, ils font des tests super souvent, que ce soit au lactate, de VO2 max, mais aussi plein d'autres tests. Par exemple, on a vu récemment les Norvégiens Christian Blumenfeld et Gustav Hayden tester leur calorimétrie, autrement dit le nombre de calories qu'ils vont consommer au sein d'un effort, par exemple sur le vélo, pour trouver la bonne méthodologie par rapport à la bonne course. Mais c'est pas tout, ils vont aussi mettre l'accent sur la récupération active, avec notamment des séances à intensité très basse. L'objectif est simple, favoriser la circulation sanguine, avoir tout de même un entraînement, tout en favorisant une récupération, donc tout simplement pour eux, par rapport à leur niveau d'entraînement, cette séance ne va pas créer de fatigue supplémentaire. Maintenant que tu vois à quoi ressemble cette méthode d'un point de vue théorique, quels sont ses avantages dans le monde réel? Premièrement, le volume hyper important d'entraînement va obligatoirement créer une endurance en face qui est aussi très importante. Ça permet aussi une adaptation progressive à des intensités élevées sans pour autant avoir de la fatigue prématurée. Autrement dit, tu es tellement habitué à travailler sur du long que le jour de la course, ça se passe plus facilement. Ça permet aussi de faciliter la récupération, d'adapter l'entraînement par rapport à tes conditions, à ta sensation et non pas à une seule donnée. Typiquement, si je te dis va faire une séance de 10 fois 1 minute demain, je vais te donner une allure et tu vas essayer de la suivre quoi qu'il arrive. Si tu es très fatigué et que
tu es très loin de cette allure quand tu cours, personne va adapter l'entraînement. Eux, si. Ils adaptent grâce à d'autres critères comme le lactate et j'en passe. Donc leurs entraînements sont toujours adaptés à leurs conditions du jour J. Si leur variation de fréquence cardiaque dans la nuit a été mauvaise, ils vont peut-être adapter l'entraînement du lendemain afin d'éviter de générer trop de fatigue ou de créer des blessures. Et ainsi, ça permet d'arriver le jour de la course prêt avec des athlètes qui ont des capacités à tenir des intensités très hautes, très longtemps, sans baisse de régime. Mais cette méthode, comme toute méthode, elle a ses propres limites. Premièrement, elle est ultra exigeante en termes de temps d'entraînement. Pour arriver à faire un volume aussi important, il faut des conditions parfaites. Deuxièmement, elle demande des tests hyper réguliers. Et ça, c'est pareil. Si tu n'as pas une équipe derrière toi qui te suit, qui t'encadre, comment veux-tu faire tous ces tests à l'entraînement ou même après pour l'analyse de données? Et enfin, ça peut être aussi difficile psychologiquement en fonction des types d'athlètes, des typologies d'athlètes, car certains athlètes peuvent avoir du mal à s'entraîner à un volume horaire hyper important. Cette méthode reste avant tout une philosophie, une façon de voir l'entraînement, de pousser les choses, les curseurs jusqu'au bout, avec un maximum de data. Et même si pour toi ou moi, elle va être très compliquée à mettre en place textuellement, on peut trouver des façons détournées de l'adapter dans notre propre planning d'entraînement pour en avoir un maximum de bénéfices sans pour autant avoir un maximum d'inconvénients. Et je t'explique tout de suite comment tu vas pouvoir, toi, l'utiliser dans tes entraînements. Premièrement, on va commencer par le volume. L'idée, c'est d'intégrer un volume assez important et pour ça, il faut commencer petit et augmenter progressivement. On ne peut pas créer une base de volume du jour au lendemain. Si tu cours 20 km par semaine, tu ne peux pas aller en courir 60 dès demain. De la même façon, si tu fais du triathlon et que tu t'entraînes dans 3 sports différents, tu ne peux pas mettre tous les curseurs au maximum dès demain. Donc déjà, le premier truc, c'est de commencer à faire du volume, de l'endurance fondamentale, commencer à travailler la base avant de pouvoir inclure le reste. Le deuxième point, ça va être commencer à mettre en place des séances de double seuil. Entre guillemets, 2 entraînements dans la même journée. Si tu fais de la course à pied, 2 courses à pied. Si tu fais du triathlon, ça peut être aussi 2 séances vélo, 2 séances course à pied ou une séance vélo, une séance course à pied. Bref, les possibilités sont quasiment infinies en réalité dans ce type de séance. Et l'idée sera donc de faire par exemple le matin une intensité faible et l'après-midi une intensité modérée. De ne pas aller directement dans des séances trop intenses. Le troisième point, ça va être de surveiller ta fréquence cardiaque. Que ça soit ta fréquence cardiaque au repos, au sommeil, qui vont être des données intéressantes si jamais tu veux voir par exemple par rapport à ta fatigue. Sans oublier que la fréquence cardiaque va être un élément primordial pour travailler tes zones à l'entraînement. Puisque comme on n'a pas de test de lactate, nous on va le faire à la fréquence cardiaque. Les entraînements faciles en zone 2 voire en zone 3 pour certaines séances et de l'entraînement un peu plus intense sur des fractionnés. Le quatrième point, ça va être d'accorder un maximum de temps à la récupération active. Autrement dit, faire des activités légères pour toi, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, fais ce que tu veux, mais voilà, avoir certains jours où tu vas récupérer tout en faisant une activité qui va stimuler un petit peu ton cardio à très basse intensité. Cinquièmement, on va utiliser des tests de base pour évaluer tes seuils, ta VMA, etc. Avoir une première idée de où tu en es aujourd'hui. L'important sera de toujours faire le même test et de ne pas changer la méthodologie de test qui va changer les résultats obligatoirement. Et à chaque fin de séance, on notera le ressenti. Est-ce que tu étais bien? Est-ce que tu étais en forme? Est-ce que tu étais mal? Voilà, tu te donnes une note de 1 à 10 ou de 1 à 5 sur ton entraînement. Et tu fais ça à chaque entraînement. Et enfin, travaille la consistance. La consistance, c'est le fait de s'entraîner toute l'année et de ne pas faire de coupures trop souvent. Autrement dit, il vaut mieux s'entraîner et courir 2 fois par semaine toute une année que de faire 6 mois où tu vas courir 5 fois par semaine et 6 mois où tu ne cours plus du tout. Il faut maintenir un rythme progressif, peut-être plus facile, mais que tu pourras tenir à long terme. Et ça, c'est vraiment la clé si tu veux progresser dans le temps. Et aussi favoriser ta santé. En somme, la méthode norvégienne ne se résume pas à un programme, mais plutôt au fait d'explorer, tester, optimiser chaque détail pour pousser sa propre performance au maximum. Et d'ailleurs ici, je n'ai pas parlé des tests approfondis, mais les Norvégiens testent aussi tout le matos vélo, tout le matos en course à pied, les trifonctions. Ils vont vraiment pousser l'optimisation au maximum. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. S'il y a des sujets que tu aimerais qu'on traite précisément ou quoi, n'hésite pas, abonne-toi. Moi je te dis à très bientôt, bisous.